Intéressons-nous dans cette vidéo à l'histoire de Rome, de sa naissance légendaire en 753 avant Jésus-Christ, à sa transformation à un empire, l'Empire romain, qui va dominer l'ensemble du monde européen à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette chronologie nous présente donc l'époque qui va nous guider de 753 avant Jésus-Christ, la fondation légendaire de Rome par Romulus notamment, à 27 avant Jésus-Christ, le moment où Rome va devenir un empire. En 753, au moment de la fondation légendaire de Rome, Rome devient une monarchie. Romulus est le premier roi, et une succession de rois vont se succéder jusqu'en 509 avant Jésus-Christ, date à laquelle le dernier roi, qui s'appelait Tarquin le Superbe, est chassé par les Romains. Les Romains décident alors de mettre en place une république, dont nous allons évoquer l'organisation par la suite, et cette république va durer quasiment 500 ans, jusqu'en 27 avant Jésus-Christ. Cette république, qui naît en 509 avant Jésus-Christ, a une organisation qui pourrait rappeler le fonctionnement de la démocratie athénienne que nous avions vu dans un chapitre précédent, avec quelques nuances bien sûr. Nous avons tout d'abord en bas de l'échelle les comices, l'assemblée des citoyens, dominés par les riches et qui ne sont composés que d'hommes, évidemment. Et eux vont élire des magistrats. Les magistrats sont une succession de personnes qui dirigent la ville, des censeurs, des consuls qui dirigent le gouvernement et l'armée, nous en reparlerons après, c'est important, des prêteurs qui rendent la justice, des édiles qui s'occupent du ravitaillement et de l'administration de Rome, des questeurs qui s'occupent de l'argent, des finances, et des tribuns de la plèbe qui représentent le peuple. Tous ces magistrats administrent la République, proposent les lois aux comices, avec un avis de l'organisation la plus importante de la République romaine, le Sénat. Le Sénat est composé d'anciens magistrats supérieurs, des gens expérimentés et sages qui vont diriger la politique extérieure de Rome, c'est-à-dire les relations de Rome avec les pays et les peuples voisins. Ils sont maîtres du trésor public, ce sont eux qui gèrent l'argent et surtout ils donnent leur avis à toutes les décisions des magistrats. Ainsi, le Sénat est en quelque sorte une assemblée qui va diriger Rome pendant toute la République, de 509 avant Jésus-Christ jusqu'en 27. Cette république va ainsi durer pendant à peu près 500 ans, jusqu'à ce qu'un personnage vienne bouleverser toute cette histoire. Ce personnage, c'est Jules César. Jules César est un personnage, un patricien, c'est-à-dire on pourrait dire un noble de Rome, qui de manière légendaire dit qu'il descendrait de Iule, le fils de Énée, un des fondateurs de Rome et surtout ancêtre de Romulus et Rémus. Bref, ça c'est pour la légende. Jules César serait né en 100 avant Jésus-Christ. Il va devenir consul de la République en 59 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de l'armée essentiellement. Et ce Jules César, qui est un général, va remporter de très grandes victoires dans un territoire qui s'appelle la Gaule, qui correspond aujourd'hui à la France, globalement à la France d'aujourd'hui. Nous allons décrire un petit peu cette guerre des Gaules. Alors je remarque que sur cette chronologie, Gaule est écrit avec une faute d'orthographe, il n'y a qu'un seul L. Mais il va remporter cette guerre des Gaules qui va le rendre immensément populaire et qui va l'inciter à passer à la vitesse supérieure. Nous allons voir ça juste après. Jules César, c'est lui. On a énormément de statues qui nous représentent Jules César et qui nous permettent d'avoir une idée très très claire de ce à quoi il pouvait ressembler. Jules César est donc avant tout, au départ, un magistrat de la République romaine, qui va devenir consul, car il est militaire, il est général, et c'est un des personnages les plus brillants de l'histoire, en termes de stratégie militaire notamment. Jules César va se lancer à partir des années 50 avant Jésus-Christ, dans la conquête pour la République romaine de la Gaule voisine, c'est-à-dire le territoire correspondant globalement à la France d'aujourd'hui. Alors, à quoi ressemble la Gaule à cette époque-là? À vrai dire, à pas grand-chose. C'est un regroupement de plein de peuples qui vivent chacun dans leur coin, sans trop de relations, mais qui semblent partager une forme de tradition, de religion, de manière de vivre commune, et que l'on va appeler les Gaulois. En réalité, ce sont des petits peuples très différents les uns des autres, avec les Arvernes, les Éduins, les Rèmes, les Parisis, les Vénètes, les Cadurques, etc., etc.
À partir de 59 avant Jésus-Christ, Jules César va se lancer avec les légions romaines, avec l'armée romaine, à la conquête de ce territoire. Les Gaulois n'étant pas très unis et n'étant pas très unifiés, cette conquête va se passer relativement correctement, jusqu'au soulèvement gaulois de 52 avant Jésus-Christ. En effet, les Gaulois vont réussir à s'unir, à faire une alliance afin de pouvoir s'opposer aux armées romaines. Cette alliance va être dirigée par un homme, Vercingétorix. Vercingétorix, c'est lui. Enfin, l'image que l'on s'en fait aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas réellement à quoi il pouvait ressembler. Comme beaucoup de Gaulois, il devait éventuellement, peut-être, ressembler à la statue qui est ici et qui est aujourd'hui à Alésia. Alors, Vercingétorix, c'est un chef arverne, c'est-à-dire un peuple du centre de la France, correspondant aujourd'hui au Massif central. Et il va unifier autour de lui l'ensemble des peuples gaulois afin de faire face à Jules César en 52 avant Jésus-Christ. Ainsi, en 52 avant Jésus-Christ, l'alliance des Gaulois va affronter les troupes de César à Gergovie, en plein cœur de la France. Nous sommes à quelques kilomètres de la ville actuelle de Clermont-Ferrand, en plein Massif central. Nous sommes dans le territoire des Arvernes, le peuple de Vercingétorix, et les Gaulois vont affronter donc ces armées romaines, qui jusqu'ici se font une petite promenade de santé et battent les Gaulois relativement facilement. Évidemment, très peu d'illustrations de cette bataille de Gergovie, c'est pour ça que je mets ici une illustration qui ne date pas du tout de cette époque-là. Néanmoins, à Gergovie, qui se trouve sur un plateau, sur une hauteur dans lesquelles les Gaulois se sont retranchés, Jules César va être vaincu. Incroyable, le grand Jules César, le grand stratège, organisateur d'armées, est vaincu par l'alliance des Gaulois menée par Vercingétorix. C'est un véritable séisme dans la guerre des Gaules. Mais malheureusement pour Vercingétorix et les Gaulois, cela ne va pas durer longtemps. Mais Gergovie reste aujourd'hui le symbole de la résistance des Gaulois face à l'envahisseur romain. En effet, quelques mois plus tard, c'est reparti pour un tour. Les Romains affrontent à nouveau l'alliance des Gaulois à Alésia, un peu plus vers le nord, ce qui correspondrait aujourd'hui à la Bourgogne. Les Romains vont assiéger les Gaulois à nouveau sur une hauteur, sur un plateau à Alésia, sauf que cette fois-ci, eh bien, les Romains vont battre les Gaulois. On ne lui fait pas deux fois à Jules César, et cette fois-ci, il va tenir compte des enseignements de sa défaite à Gergovie pour remporter une victoire éclatante sur le plateau d'Alésia. Voici à quoi ressemblait le site d'Alésia. Un oppidum, c'est-à-dire une ville, en tout cas une garnison, un fort élevé en hauteur. À Alésia, les Romains vont assiéger pendant des jours et des jours cet endroit où les forces de Vercingétorix, estimées à 80 000 personnes, sont enfermées. Il va affaiblir ces Gaulois qui sont enfermés dans la ville avant de les battre après plus de 60 jours de siège, c'est-à-dire après les avoir encerclés ainsi pendant plus de 60 jours. Cette petite illustration, tirée du toujours très bien fait Mon Quotidien et Mon Petit Quotidien, si vous avez l'occasion de vous abonner ou d'avoir accès à ces revues, c'est extraordinaire, donc avec un petit rappel sur Vercingétorix, le chef gaulois, qui va réunir les peuples gaulois, l'emporter à la bataille de Gergovie et finalement perdre à la défaite, lors de la défaite d'Alésia. Il capitule au bout de 2 mois, Vercingétorix doit rendre les armes, il est emmené à Rome et il sera exécuté à Rome par la suite en 46 avant Jésus-Christ. Comme le montre cette peinture datant du 19e siècle, nous voyons le chef gaulois Vercingétorix qui dépose les armes aux pieds de Jules César victorieux à ce moment-là. Donc Vercingétorix est arrêté, emprisonné, envoyé à Rome comme étant en quelque sorte la prise de guerre de Jules César, et surtout la capitulation, c'est-à-dire le fait que les Gaulois se rendent avec Vercingétorix, ça marque la fin de la guerre des Gaules et la victoire des Romains. Bravo César, t'as tout gagné! Pour les amateurs d'Astérix, je ne peux résister à la tentation de vous montrer la première vignette, de toutes les bandes dessinées d'Astérix, avec Vercingétorix qui vient déposer les armes sur les pieds de César. Évidemment, Astérix et Obélix étant une bande dessinée humoristique, ça ne s'est jamais passé comme ça, mais c'est assez amusant de s'imaginer le dernier petit mauvais tour qu'aurait pu tendre Vercingétorix à Jules. Salut! Salut Jules! Ça va?
Les deux Gaulois manquent d'éducation, César, mais ce sont des combattants terribles. Des machines à tuer. La foule va être émerveillée. Cette histoire de guerre des Gaules, elle va être très importante. Parce que, en effet, une fois qu'il a gagné la guerre des Gaules, Jules César se met à avoir des ambitions. Il veut devenir plus que consul et est bien tenté de devenir le maître de Rome. En 49 avant Jésus-Christ, il est nommé dictateur à vie. Mais son souhait le plus important serait de devenir empereur, de transformer la République romaine en un empire, avec lui évidemment comme seul empereur. En 44 avant Jésus-Christ, il est sur le point de se faire déclarer empereur après avoir éliminé bien des opposants. Seulement, comme vous pouvez le voir sur cette chronologie, il est assassiné. Et oui, parce que notre ami Jules n'est jamais devenu empereur romain. Il est en effet assassiné en 44 avant Jésus-Christ par les sénateurs romains. Ceux-ci, voyant que Jules César est un danger pour la République, qu'il veut prendre tous les pouvoirs tout seul, vont l'assassiner devant la curie, donc au niveau du siège du Sénat. Jules César est assassiné, c'est le début d'une période de trouble à Rome entre ceux qui soutenaient César, ceux qui soutiennent la République, et cela va durer plusieurs années. Cela va durer plusieurs années jusqu'en 27 avant Jésus-Christ, où le fils adoptif de Jules César, qui s'appelle Octave, va réussir, lui, à fonder l'Empire et à devenir le premier empereur sous le nom de Auguste. Ainsi, en 27 avant Jésus-Christ, finit la République, bonjour l'Empire, et nous avons le premier empereur qui va être Auguste. Auguste réussit donc là où César n'a pas réussi, mais il fut bien aidé quand même par le travail de Jules, qui en quelque sorte a préparé le terrain. Et voici la nouvelle organisation de l'Empire, avec un empereur en position centrale. Autant dans la République romaine, les pouvoirs étaient partagés, tout le monde exerçait une part du pouvoir, même si le Sénat était quand même l'institution la plus élevée. Ici, dans le système qu'est l'Empire, l'empereur dirige tout. Il est le chef de l'armée, il est le chef de la religion, et quasiment un dieu vivant. Il est le chef de la justice, il est le chef de l'Empire, et c'est lui qui nomme les magistrats, le Sénat, les fonctionnaires, les citoyens romains, maintenant, plus rien. Ils ne jouent plus de rôle politique, ils sont réunis pour acclamer le nouvel empereur. Voilà, donc l'Empire est une forme de dictature avec un empereur tout-puissant, et cela va durer, tenez-vous bien, de 27 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Plus de 500 ans d'empire romain, et un empire romain qui va dominer le monde à cette époque. Ça sera l'objet d'une future vidéo.